19h45 à la télévision Labari. Monsieur Dan, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 14 mai 2020. 19h45, nous débutons avec cette brève. Les acteurs de la société civile, à savoir Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournons la page TLP Niger et Moukela Halitou du SINASEB, également secrétaire général adjoint de la CNT, vont passer leur 58e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Walam Kolo et d'Aikena, c'est dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous interpellés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 dernier contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA du ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent ici au Niger et à l'international pour exiger leur libération. La reprise des cours annoncée par le ministre de l'Enseignement supérieur Yahouza Sadissou continue de susciter des débats chez les différents acteurs concernés. Vous pourrez suivre en partie magazine de cette édition la réaction de El Haji Idi Abdou, acteur de la société civile nigérienne. Rendez-vous donc en partie magazine de cette édition. Le monde musulman entame la troisième et dernière décade du mois béni de Ramadan. Ces 10 derniers jours, les jeûneurs doivent en profiter pour multiplier les bonnes œuvres ainsi que la prière, nous explique le prédicateur Ben Salah. La troisième décade du mois béni de Ramadan, Man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaba غفر له ما تقدم من ذنبه. Le Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que par le jeûne, tous nos péchés vont partir, par les prières nocturnes, tous nos péchés vont partir, mais en une nuit, non seulement tous nos péchés vont partir, mais une autre récompense qui est là, laquelle? Un jour, par rapport à Laylatul Qadr, qui est à rechercher dans les nuits impaires de la dernière décade du mois béni de Ramadan. Un jour, disais-je, on vient annoncer au Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'un homme de Bani Israël, c'est-à-dire parmi les descendants de Yaqub alayhi salam, a passé 1000 mois de sa vie, pendant lesquels les journées, il est à jeun, ou sur le terrain du djihad, le sabre au clair, tuant et prêt à se faire tuer pour faire plaisir à Allah. Les nuits, il est en prière, en génuflexion, en prosternation, en pleurs, pour s'élever vers le sublime, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors les compagnons émerveillés vont demander au Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qui pourrait en faire autant dans ta communauté? Parce que mathématiquement et arithmétiquement, 1000 mois c'est 83 ans et 4 mois. Le messager n'avait pas la réponse tout de suite. Et c'est pas lui qui fabrique le Coran, qui produit le Coran, qui est l'auteur du Coran. Non, 3 fois non. La réponse va tomber du ciel. Au-delà de ces cieux, Allah va s'adresser à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à travers lui à l'humanité tout entière. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Nous, pluriel de la sainteté divine, c'est Allah qui parle. Nous l'avons certes révélé ce Coran pendant la nuit du Qadr. Qui pourra te dire, ya Muhammad, ce qu'est Laylatul Qadr, ce que vaut Laylatul Qadr? Allah va trancher. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La seule nuit de Qadr, en termes de récompense, selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, vaut mieux que ces 1000 mois que cet homme de Béni Israël a passé les nuits en prière et les jours à jeûn sur le terrain du djihad, que ces 1000 mois que cet homme de Béni Israël a consacré exclusivement au culte du Très-Haut. Suivant également les bienfaits de ce mois béni de Ramadan, retrouvons Ben Salah pour les explications. Le mois béni de Ramadan, c'est un mois pendant lequel toutes les portes du paradis sont ouvertes et toutes les occasions nous sont offertes pour y accéder. Toutes les portes de l'enfer sont fermées et tous les moyens nous sont donnés pour en échapper. Les démons sont passés aux chaînes qui le restent pour toujours, ya Rabbal Alamin. Je l'ai dit tout à l'heure, je le rappelle encore, que pendant le mois béni de Ramadan, tout est auréolé d'un cachet particulier.
On a vu que les prières nocturnes sont les meilleures prières nocturnes de l'année. Le jeûne, on les fait les lundis et les jeudis. Le jeûne, on les fait les 13, 14 et 15, de façon surrogatoire et volontaire. Un jour de jeûne surrogatoire ou d'initiative, dans l'intention d'obtenir l'agrément d'Allah, nous éloigne de l'enfer de 70 années. Logiquement, nous rapproche du paradis de 70 années. Retenez-le, qu'Allah fasse miséricorde. 15 jours de jeûne du mois béni de Ramadan, rompu sans raison islamiquement valable, sans raison coraniquement défendable, même si Allah, et c'est possible, nous accorde une dérogation spéciale pour nous maintenir en vie, jusqu'à ce qu'on souffle dans la trompette et qu'on vit peut-être 4 milliards d'années, je n'en sais rien. En jeûnant, nous ne serions pas capables, selon le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de rattraper un jour de jeûne du mois béni de Ramadan, rompu sans raison valable. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, il est la fontaine de toutes les miséricordes. Quand on revient vers lui repentant, eh bien, quand nous sommes sincères, il accepte de se repentir, et quand on fait un jour de jeûne, lui, il sait comment il va procéder. Il le remplace quand même, sa miséricorde est infinie. Tout est auréolé d'un cachet particulier pendant le mois béni de Ramadan. Une umrah pendant toute l'année égale à une umrah, mais pendant le mois béni de Ramadan, une umrah accomplie pendant le mois béni de Ramadan équivaut en termes de récompense à un hajj en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pendant le mois béni de Ramadan, tout acte surrogatoire se voit attribuer la récompense d'un acte obligatoire. Même les prières surrogatoires qu'on fait pendant le mois béni de Ramadan, Allah considère que c'est des prières obligatoires. Et chaque acte obligatoire voit sa récompense multipliée par 70. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres belles choses par rapport au mois béni de Ramadan, mais par rapport à ce qu'on a dit déjà, je pense bien que les musulmans doivent chausser leurs crampons et bien rester sur le qui-vive afin d'être sûr, la promesse d'Allah est vérité, la balle est dans notre camp maintenant, d'être sûr qu'au sortir de ce mois, selon la promesse d'Allah qui est vérité, que nous soyons propres et purs comme au jour de notre naissance, avec, on l'espère, un ticket supplémentaire d'accès au paradis, porte d'Arraya. La coordination exécutive du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB s'est réunie en séance extraordinaire pour analyser la situation sociopolitique du pays. Un communiqué de presse a sanctionné cette rencontre. Le résumé avec Asmaou Seydou. La coordination exécutive du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB s'est réunie en séance extraordinaire pour analyser particulièrement le dernier développement né de l'affaire d'audit du ministère de la Défense nationale et le rétrécissement de l'espace civique aggravé par les mesures contenues dans la loi 2019-033 portant répression de la cybercriminalité au Niger. Après analyse de ces 2 points, le ROTAB Niger fait le constat suivant. 1. Il vous souviendra que suite à l'affaire d'audit des fonds au ministère de la Défense nationale, les organisations de la société civile nigérienne, membres du cadre d'action citoyenne, un meeting pacifique et légalement déclaré qui n'a jamais fait l'objet d'une interdiction formellement notifiée au cadre par les autorités compétentes. Ainsi, cette action citoyenne a été obstruée et violemment réprimée par les forces de défense et de sécurité. Toutes choses ayant provoqué un incendie grave au marché de Tagbati, entraînant des pertes en vies humaines et l'arrestation de plusieurs acteurs de la société civile nigérienne. 6 cadres ont été arrêtés et déportés dans les différentes maisons d'arrêt de Niamey et de la région du Tillabéri. Moussa Kiangari, secrétaire général de l'Alternative Espace Citoyen à Tillabéri, Michael Zodi, coordinateur national de Tournons la page TLP et du ROTAB à Walam, Ali Doumounkaila, membre du conseil d'administration du ROTAB et secrétaire général adjoint de la CNT et du SINASEP à Daïkaina, Moudi Moussa, coordinateur régional Niamey de TLP à Kolo, Habib Soumaïla, chargé de communication régionale Niamey de TLP à Filengue, Sani Shekarao, secrétaire général du syndicat des commerçants grossistes et importateurs du Niger à Niamey. Le 30 avril 2020, suite à l'introduction d'une demande de liberté provisoire par le collège d'avocats, le ROTAB a constaté avec l'opinion publique nationale et internationale la libération de 3 des camarades Moussa Tiangari, Sani Shekarao et Habib Soumaïla et le maintien en détention des 3 autres camarades Michael Zodi, Halidou Munkaila et Moudi Moussa.
L'Eurotab se réjouit de la libération des camarades de lutte citoyens et exige la libération sans délai des 3 autres détenus ainsi que la cessation de toute poursuite contre les acteurs de la société civile. 2. Depuis l'adoption de la loi numéro 2019-33 portant répression de la cybercriminalité au Niger, l'espace civique prend un coin au Niger. Ainsi, plusieurs défenseurs des droits humains sont arrêtés et d'autres déportés dans différentes maisons d'arrêt, dont Kakatou Damon Goni, journaliste à Alternative Espace Citoyen et lanceur d'alerte, jugé après avoir passé 21 jours en prison et condamné à 3 mois de prison avec sursis assorti d'une amende de 1 franc symbolique. Ali Idrissa Nani, coordinateur exécutif national du Rotab, arrêté et gardé à la police judiciaire où il a passé 6 jours alors que le délai légal de la garde à vue est de 48 heures, renouvelable une fois. Inculpé et placé en liberté provisoire. Nassir Seydou de la Voix des Sans-Voix, arrêté et gardé à la police judiciaire du 13 au 18 avril. Mohamed Nassir Maman Lawali, vice-président régional Croisade et membre Rotab Maradi, arrêté et déféré à la prison civile de Maradi depuis le 27 avril. Amine Maïga, activiste, arrêté, placé à Daïkaina, jugé et condamné à 3 mois de prison avec sursis avec une amende de 50 000 francs. Mala Tijani, arrêté et déféré à la prison civile de Daïkaina depuis le 14 avril. Au vu de tout ce qui précède, le Rotab publie ce que vous payez Niger. 1. Rappel au gouvernement ses engagements internationaux, régionaux et nationaux de protection des défenseurs des droits humains dans l'exercice de leurs fonctions. 2. Demande l'arrêt immédiat de toute poursuite, harcèlement, intimidation à l'encontre des défenseurs des droits humains. De la pandémie de Covid-19. Le Rotab appelle à toute fin utile que le Covid-19 ne doit pas être un prétexte au rétrécissement de l'espace civique et aux violations des libertés fondamentales au Niger. Le Rotab lance un appel citoyen aux populations pour le respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus au Niger. Fait à Niamey le 14 mai 2020, le vice-coordinateur Maman Ousmane Naomi. EDICAF Niger et cette association Éducation pour l'Afrique qui fait la promotion de nos langues nationales dans l'éducation. Pour le président d'Éducation pour l'Afrique, il est grand temps d'enseigner dans nos langues locales. C'est dans ce reportage signé Ariata Salah sur les images de Aboubakar Souley. Depuis quelques années, on assiste à une dégradation de la qualité de l'enseignement. Pour pallier ces problèmes, les autorités nigériennes ont tenté différentes expériences visant son amélioration. L'une d'entre elles est l'enseignement bilingue. Cet enseignement permet à l'enfant d'apprendre vite. C'est partant de cette expérience que l'ONG Éducation pour l'Afrique et EDUCAF Niger, depuis sa création, fait la promotion des langues nationales dans l'enseignement. Pour son président, l'enseignement dans les langues nationales permettrait de les revaloriser et d'en tirer profit plus que la langue étrangère qui est la langue officielle au Niger. Après 100 ans d'indépendance, le Niger utilise le français comme langue officielle, comme langue de travail. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu le fruit escompté. C'est quoi le fruit escompté? On aurait dû avoir beaucoup de docteurs. Jusqu'à présent, il n'y a qu'à peine 30% des gens qui sont éduqués, qui sont scolarisés, qui peuvent lire et écrire. Alors que si c'est dans la langue locale, si c'est en Hausa ou bien en Zarma, l'éducation serait vraiment plus haut, plus important. Et des preuves, des recherches ont fait savoir que quand on apprend un enfant dans sa langue, il apprend mieux et il apprend vite. On devrait changer. On doit commencer à penser à notre langue, à nos langues. Il ne faut pas laisser nos langues mourir dans nos mains. Les langues sont très importantes. La langue, ce n'est pas seulement pour insulter les gens, pour bavarder. Non, c'est pour faire des recherches, c'est pour promouvoir la culture, promouvoir l'enseignement, faire tout avec la langue. Nous, on fait la promotion des langues d'autrui, des autres peuples. Pourquoi ne pas faire la promotion de nos langues? Maintenant, il y a ce qu'on appelle la francophonie. Pourquoi ne pas avoir la hausaphonie ou la zarmaphonie? À en croire le président de l'ONG EDUCAF, toutes les matières peuvent être enseignées dans nos langues nationales du CI à la terminale. Il nous faut utiliser nos langues comme langue d'enseignement, comme langue de travail. Voilà ce que je veux. L'anglais et le français sont très importants. Maintenant, ce que nous, on veut, si ça se réalise, ce n'est pas de l'exclure, non, mais de faire en sorte que
on les enseigne de manière secondaire, comme on enseigne l'anglais actuellement, comme langue vivante. Mais on doit enseigner nos langues. Le bénéfice est qu'on va avoir quoi? Tous les documents qui sont actuellement en français, on va soit les traduire. Maintenant, on a les capacités intellectuelles nécessaires pour faire ça. On peut les traduire. Ou même on peut écrire dans nos langues. Et comme ça, on ne va pas seulement être des commerçants ou du moins des gens qui achètent d'ailleurs. Non, on va produire ici et puis on va vendre ici et c'est nos enfants qui vont acheter. On va avoir des professeurs de langue, professeurs de Hausa, professeurs de Zarma, professeurs de Fulfulde, professeurs de Tamashek, pourquoi pas? Et en ce moment-là, vraiment, on va valoriser, d'ailleurs, revaloriser, parce que nos langues ont des valeurs, on va revaloriser nos langues. On va revaloriser nos langues, comme ça, quand un professeur est payé pour avoir enseigné le Hausa, il serait content. En somme, l'enseignement dans nos langues nationales est bel et bien faisable au vu des résultats palpables des écoles expérimentales. Voilà, messieurs, dames, place à présent à la partie magazine. Il s'agit de la réaction de El-Hadj Idi Abdou, acteur de la société civile, sur la reprise des cours annoncée par le ministre de l'Enseignement supérieur, Yahouza Sadissou. Très bonne réception à vous. Je crois que le gouvernement est dépassé pour que les ministres en charge de l'éducation puissent quand même méconnaître la réalité des écoles dont elle assure la tutelle depuis des années. Pire, en réalité, il ignore totalement la réalité du Niger. Durant la saison pluvieuse, il n'y a même pas de choix entre aller au champ et aller à l'école. Il n'y a pas de choix. Dans les zones rurales, et dans ces zones rurales-là, c'est là où réside l'écrasante majorité des élèves. Ils ne peuvent pas aller à l'école. Ils vont préférer aller au champ. Avec une école qui a le résultat que tout le monde connaît, très facilement, les gens préfèrent aller au champ que d'aller à l'école. Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect, dans ces zones rurales, la plupart, c'est des classes en paillotte. Les classes en paillotte, ils ne résistent pas au premier vent ou à la première grande pluie. Donc, le problème d'infrastructure même se pose. Troisième aspect, pour qu'il y ait cours sous la pluie, il faut un certain nombre de conditions que ce gouvernement n'est pas à mesure de remplir. Premièrement, pour faire cours sous pluie dans une classe, il faut qu'il y ait des installations électriques et surtout, il faut qu'il y ait la fourniture de l'électricité. Et tout le monde sait, l'annonce de la pluie, c'est systématique. Dès qu'il y a pluie, systématiquement, la Nigélec coupe. Mais quand il pleut, on ferme portes et fenêtres. Si on ferme portes et fenêtres, il fait sombre. Vous ne pouvez pas enseigner dans l'obscurité. Et vous ne pouvez pas enseigner dans la chaleur. Vous ne pouvez pas. Et surtout, même les classes en dur, comme on dit, ils ont une mauvaise acoustique. Donc ça veut dire que quand il pleut, il n'y a pas de cours. Ou les gens vont au champ, ou ceux qui même disposent des classes qui sont électrifiées et qui disposent d'un ventilateur, ou par hasard, quand il pleut, la Nigélec ne coupe pas. Mais c'est le bruit qui fait que les élèves n'entendent pas le professeur. Parce que toutes les classes là ont une mauvaise acoustique, comme je vous l'ai dit. Maintenant, l'autre aspect, mais en réalité, nos classes, ce sont des classes au format de 25 élèves. Donc, maximum 30. Vous mettez 50. Ici même à Niamey, il y a des classes de 100 élèves. Maintenant, revenons dans le contexte du Covid. Comment pouvez-vous garantir la distanciation sociale dans une classe de 100 élèves? Comment vous pouvez le faire? Dans une classe de 100 élèves, il pleut, dans l'obscurité, en plus du bruit. Comment voulez-vous enseigner? Comment? Ça, c'est même dans les centres urbains. Et ici à Niamey, il y a combien de classes qui n'ont pas de ventile? Et il y a combien de classes qui peuvent prendre les élèves dont elles contiennent? Il y en a combien?
toujours dans le cadre de Covid, est-ce qu'ils sont capables de garantir le dispositif hygiénique, le savon, le gel? Est-ce qu'ils sont capables de le garantir? Est-ce qu'ils sont capables de désinfecter les écoles avant la reprise? Ou bien ils vont faire comme ils ont fait avec l'ouverture des mosquées et que l'État va s'ériger le rôle de veiller à ce que les chefs religieux exigent à ce que les fidèles désinfectent les lieux? Non, l'école là n'est pas un jeu de hasard, à plus forte raison. Ce n'est pas un jeu. À plus forte raison, un jeu de hasard, c'est du sérieux. Le sérieux d'un gouvernement doit se manifester à travers l'éducation. Il faut qu'ils arrêtent leurs mesures alambiquées. L'éducation ne fonctionne pas sur le coup de tête ou sur l'humeur de quelqu'un. L'école là, c'est du sérieux. Il faut réunir les conditions. Si vous ne réunissez pas les conditions, ce n'est pas de l'école. L'école, ce n'est pas de la blague dans un pays qui se respecte. Parce que le développement de ce pays-là se fonde sur l'école. Maintenant, tout ce qu'ils ont dit là, vous savez, ils sont habitués à gérer, je pense, de façon virtuelle ou avec des déclarations. Non, ça là, ça a montré ses limites. Ça veut dire quoi? À la limite, c'est un enseignement soumis aux aléas climatiques. Quand il pleut, il n'y a pas de cours. Il va pleuvoir, c'est la saison. Du 1er juin au 15 juillet, c'est la pluie, c'est la période de la pluie. C'est difficile, c'est un gouvernement qui n'écoute personne. C'est un gouvernement qui n'en fait qu'à sa tête. C'est un gouvernement, vous savez, ils ont commencé avec leur théorie de cours WhatsApp. C'est-à-dire qu'ils sont forts dans des situations alambiquées. Mais même si on n'a pas ces enfants dans l'école publique, il y a un minimum pour les citoyens. Il y a un minimum. Il ne faut pas continuer à édicter des mesures bizarres. On leur avait dit ça. Ils ne nous ont pas écoutés. Quand ils ont commencé à parachuter leur cours WhatsApp, on leur a dit non. Il suffit tout simplement, à ce moment précis, de faire partir les classes sans examen. Et on a suffisamment de classes. À ce moment, ce n'était pas la pluie, pour répartir les classes en groupes de 30 maximum, où on va respecter la distanciation au niveau des classes et on va garantir les bavettes aux enseignants et aux élèves. Et les gens peuvent faire cours normalement. La preuve, ils n'ont pas écouté les gens, mais les marchés ont toujours fonctionné. Alors que ça sera plus sécurisé dans l'école. Non, ils n'ont pas écouté. Ils sont partis dans leur bureau. Ils pensent que du bureau, on peut décider sur le terrain. Alors qu'on leur a dit, ces genres de décisions se prennent sur le terrain. Ils n'ont pas écouté les gens. S'ils avaient fait ça, on allait finir déjà avec les classes d'examen, juste on se prépare pour les examens. Maintenant, pour les autres classes, sans examen, maintenant on anticipe la rentrée. On reprend tous les élèves cette fois-ci, pas les lycéens seulement. On reprend le 15 septembre. En reprenant le 15 septembre, on a le temps de faire un certain rattrapage jusqu'à mi-octobre. Et à ce moment, maintenant, on enclenche directement on engage la nouvelle année scolaire. Non, ce n'est pas leur souci. Ce n'est pas leur souci. Maintenant, en fait, leur souci, c'est que c'est l'année blanche et le coût qui va avec, qu'ils ne veulent pas assumer. Et comme ils ne veulent pas l'assumer, dans tous les cas, les conséquences de leur acte, ce sont les élèves issus des classes populaires. Ce sont ces élèves-là qui récoltent ces conséquences. Ce ne sont pas leurs élèves qui récoltent ces conséquences. Si ce sont leurs enfants qui récoltent cette conséquence-là, ils ne vont jamais faire des propositions dans ce sens-là. Mais écoutez, comme on est dans un pays comme le Niger, où on a un parlement, mais on n'a pas de représentants véritables du peuple,
où on avait dit le problème de l'école réside dans le fait que les décideurs n'ont pas leurs élèves dans les écoles publiques. Pour que cette mascarade s'arrête, il faut qu'il y ait un parlement capable de parler véritablement au nom du peuple et de prendre une loi qui impose aux décideurs politiques d'inscrire leurs enfants dans l'école publique. Si leurs enfants sont dans l'école publique, ils ne peuvent pas jouer avec l'école comme ça. Ils ne le feront pas. Donc, voilà ce qu'on leur avait expliqué. Mais comme ils ne font qu'à leur tête, ils s'en foutent. Ils ont fait ce qu'ils veulent faire. Et maintenant, ils sont dépassés parce qu'on est en mai. Niamey est toujours isolé. Maintenant, les élèves qui sont à Niamey et qui ont des parents et qui sont partis, mais ils ne peuvent plus revenir. Niamey est isolé. On espère que, même si on espère qu'ils lèvent l'isolement, mais écoutez, la maladie est réelle. Si la maladie est réelle, quelles sont les dispositions prises? Non, il faut qu'on arrête ça là. Il faut qu'on arrête ça. S'ils veulent ça là, c'est compliqué. Leur méthode là ne marche pas.